Language Ear Comprehensible Input for Learners. Bonjour à tous les auditeurs. Paris, un nom qui résonne partout dans le monde. Une ville d'histoire, de culture, mais comment est-elle devenue ce qu'elle est? On parle de plus de 2000 ans d'évolution. C'est un véritable voyage dans le temps qu'on se propose de faire. Pour comprendre l'essence de Paris, il faut remonter loin, aux origines mêmes. Aux Parisis, c'est ça? Une tribu celte. On sait où ils étaient installés précisément. L'île de la Cité, déjà? Alors il y a un petit débat, oui. L'île de la Cité, c'est une hypothèse forte, mais Nanterre est aussi évoquée. Ce qui est sûr, c'est qu'ils étaient là vers le IIIe siècle avant notre ère. Et leur prospérité venait du fleuve, de la Seine. Ils contrôlaient le commerce au point d'avoir leur propre monnaie d'or. La géographie déjà était déterminante. L'île comme défense naturelle, le fleuve comme route commerciale. Logique. Exactement. C'est la base de tout. Et puis, les Romains arrivent. La conquête, c'est 52 avant Jésus-Christ. Et le nom change. Lutèce. Lutetia Parisiorum, oui. Et là, la ville prend une autre dimension. Les Romains construisent sur la rive gauche, selon leur plan habituel, en damier. Avec un forum, un théâtre. On en voit encore les traces d'ailleurs, les arènes de Lutèce qui pouvaient accueillir quelque chose comme 15 000 personnes. C'est énorme. Et les thermes de Cluny? Tout à fait, des constructions impressionnantes, alimentées par un aqueduc qui faisait plus de 25 km. L'ingénierie romaine dans toute sa splendeur. Et il y a aussi ce fameux pilier des Nautes, retrouvé sous Notre-Dame. Il est très intéressant parce qu'il montre ce mélange, ce syncrétisme entre dieu gaulois et dieu romain, offert par les bateliers déjà très puissants. Donc un lien très fort entre commerce fluvial et pouvoir déjà à l'époque romaine. Absolument. C'était vital pour la ville et reconnu par Rome. Mais cette période romaine ne dure pas éternellement. Il y a des menaces, des invasions. Oui, dès le IIIe siècle après Jésus-Christ. Et la réaction, c'est le repli. La ville se concentre sur l'île de la Cité, qui est plus facile à défendre. Et on construit une muraille avec les pierres des anciens monuments romains de la rive gauche, c'est ça? Une sorte de recyclage avant l'heure. En quelque sorte, oui. C'est pragmatique. Et c'est à ce moment-là que le nom de Paris commence à s'imposer sur celui de Lutèce. Le christianisme arrive aussi, avec des figures comme Saint-Denis, Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève et l'histoire des Huns qui auraient contourné la ville grâce à elle. C'est la légende, oui. Ce repli sur l'île est crucial. Il assure la survie de la ville et crée ce cœur fortifié qui va perdurer. Ensuite, les Francs. Clovis fait de Paris sa capitale en 508. C'est une étape clé. Fondamental, ça ancre le pouvoir franc à Paris et détermine son destin politique pour longtemps. Ce noyau insulaire va d'ailleurs prouver sa résistance, notamment face aux Vikings, lors du siège de 885-886. Après une période où les Carolingiens l'avaient un peu délaissé, Paris redevient vraiment le centre avec les Capétiens. Hugues Capet en 987. Oui, la dynastie capétienne redonne à Paris son rôle central. Et c'est surtout Philippe Auguste, fin 12e, début 13e siècle, qui va marquer la ville physiquement. On lui doit beaucoup, non? Énormément, c'est un peu le premier grand urbaniste de Paris. Il construit une nouvelle muraille, bien plus vaste. Il bâtit le Louvre, à l'époque une forteresse pour défendre l'ouest de la ville. Et il fait paver les rues principales. On imagine la boue avant. Oui, c'était une nécessité. Mais Philippe Auguste fait plus que construire. Il organise l'État. En installant les archives royales au palais de la Cité, il fixe l'administration centrale. C'est décisif. Et son petit-fils, Saint-Louis, ajoutera la Sainte-Chapelle à ce pôle de pouvoir sur l'île, un joyau architectural. Un chef-d'œuvre du gothique rayonnant, destiné à abriter les reliques de la Passion, symbole du pouvoir spirituel et royal concentré sur l'île. C'est aussi l'époque de l'essor de l'art gothique, qui naît juste à côté, à Saint-Denis, avec l'abbé Suger. Cette idée de lumière, de hauteur. Tout à fait. Et à Paris, s'accumule avec Notre-Dame. Le chantier commence en 1163. Et va durer presque 200 ans. La cathédrale devient le cœur de la vie médiévale. Cérémonie, l'Hôtel-Dieu juste à côté, c'est le centre névralgique de la cité. Et pendant ce temps, sur l'autre rive, la rive gauche, un autre pôle majeur se développe, l'université. Ah oui, le quartier latin. Des maîtres, des étudiants qui viennent de toute l'Europe. Exactement. L'université de Paris s'organise, reçoit des privilèges du roi, la reconnaissance du pape.
La Sorbonne est fondée en 1257 par Robert de Sorbon. Pour les étudiants pauvres en théologie, je crois. C'est ça. On voit une synergie incroyable. La royauté qui assure la sécurité et le prestige, et l'université qui forme les cadres, les administrateurs du royaume. Paris devient vraiment la capitale intellectuelle de l'Europe. On avance dans le temps. La Renaissance arrive avec l'influence italienne. François Ier, le Louvre qui commence à changer de visage. Oui, le palais remplace peu à peu la forteresse. Lescaut reconstruit une partie dans le style Renaissance. La fontaine des Innocents aussi date de cette époque. Mais c'est aussi une période très sombre, marquée par les guerres de religion. Terriblement sombre, avec comme point culminant l'horreur du massacre de la Saint-Barthélemy le 24 août 1572. Des milliers de protestants massacrés à Paris, ça montre une facette très violente de la ville. Oui, une capacité à basculer dans une violence extrême. C'est une rupture majeure qui révèle les divisions profondes de la société. Et cette violence populaire, on la retrouvera. L'ordre revient avec Henri IV, il se convertit, le fameux « Paris vaut bien une messe » et entre dans la ville. Et il lance une politique de grands travaux. Il veut reconstruire, embellir, unifier. On lui doit l'achèvement du Pont Neuf. Le premier pont sans maison dessus, avec tous ces mascarons sculptés. C'est ça. Et surtout, il crée un nouveau type d'espace public, les places royales. La place royale qui deviendra la place des Vosges et la place Dauphine. Une conception très nouvelle pour l'époque, symétrique, harmonieuse, mélangeant habitat et commerce. Tout à fait. C'est une volonté d'imposer un ordre classique, de planifier la ville en contraste avec le dédale médiéval. Une vision urbaine portée avec son ministre Sully. Après lui, sous Louis XIII et surtout Louis XIV, Paris continue sa transformation. La cour carrée du Louvre est achevée avec sa colonnade. Oui, la colonnade de Perrault. On crée aussi la place des Victoires, la place Vendôme. Et bien sûr, les Invalides, avec son dôme magnifique. Et Louis XIV fait quelque chose d'assez radical. Il fait abattre les vieux murs de Charles V et de Louis XIII. Pour les remplacer par des promenades plantées d'arbres, les futurs grands boulevards. C'est une ouverture de la ville. Et c'est aussi à cette époque, vers 1667, qu'on installe l'éclairage public. Ce qui vaut à Paris son surnom de « Ville-Lumière ». C'est l'une des origines de ce surnom, oui. Mais le grand changement sous Louis XIV, c'est évidemment... Le départ de la cour pour Versailles en 1682. Exactement. Une décision capitale. Louis XIV a été marqué, traumatisé même, par la Fronde pendant sa jeunesse, cette révolte où Paris et la noblesse se sont soulevés. Versailles, c'est une façon de mettre la noblesse en cage dorée, de la contrôler et de s'éloigner de l'agitation parisienne. Quelles conséquences pour Paris? Immense. D'un côté, le pouvoir absolu se concentre à Versailles. Mais de l'autre, ça crée une distance, une déconnexion croissante entre le roi et sa capitale. Un ressentiment va naître à Paris, qui se sent un peu délaissé, malgré les embellissements. Et paradoxalement, ce vide laissé par la cour, ça va favoriser autre chose à Paris au XVIIIe siècle. Tout à fait. Paris, privé de la cour, devient la capitale des idées. C'est le siècle des Lumières. Les salons parisiens deviennent des lieux de débat incroyablement actifs. Souvent tenus par des femmes d'ailleurs, les salonnières, Madame Geoffrin, Julie de Lespinasse. Oui, elles jouent un rôle clé. Dans ces salons, on trouve des nobles, des bourgeois, des artistes et bien sûr les philosophes. Voltaire, Rousseau, Diderot. Ils échangent, critiquent, diffusent les idées nouvelles. L'encyclopédie est le grand projet intellectuel de cette époque, largement conçu et discuté à Paris. Les cafés aussi, comme le Procope, deviennent des centres de discussion intellectuelle. C'est l'émergence de ce qu'on appelle l'opinion publique, une sphère critique qui se développe en dehors du contrôle direct de Versailles. Et ça prépare le terrain pour la Révolution. Parce que les tensions montent à la fin du siècle. Il n'y a pas que les idées. Non, bien sûr. Il y a une crise financière énorme de la monarchie, aggravée par le soutien à la Révolution américaine, un système fiscal très injuste, et à Paris même, la population a beaucoup augmenté, la misère est grande dans certains quartiers. Et le prix du pain qui flambe à cause des mauvaises récoltes juste avant 1789. L'étincelle, voilà. On a la conjonction de tout. La critique intellectuelle, la crise économique et sociale, le ressentiment politique contre une cour perçue comme lointaine et dépensière. Paris est au bord de l'explosion. Et l'explosion a lieu. La Révolution française commence à Paris, le 14 juillet 1789, la prise de la Bastille, un symbole fort. Un symbole très fort, même s'il y avait peu de prisonniers. C'est la chute de l'arbitraire royal aux yeux du peuple parisien.
Puis en octobre 1789, ce sont les femmes de Paris qui vont chercher le roi et sa famille à Versailles pour les ramener aux Tuileries. Un moment clé qui replace le roi sous la pression directe du peuple parisien. Paris redevient le centre de gravité politique. L'hôtel de ville, la conciergerie qui devient une prison révolutionnaire, la place de la Révolution, actuelle place de la Concorde, avec la guillotine. La terreur, des milliers d'exécutions. C'est la phase la plus radicale et la plus sombre de la Révolution, où l'on tente d'éliminer les ennemis, réels ou supposés, et de fonder une république sur des bases nouvelles, quitte à utiliser une violence extrême. Il y a même une tentative de déchristianisation. Notre-Dame devient un temple de la raison. Après ce tumulte, arrive Napoléon Bonaparte. Il prend le pouvoir et a de grandes ambitions pour Paris. Oui, il veut en faire une capitale à la hauteur de son empire, une sorte de nouvelle Rome. Ses grands travaux sont à la fois pragmatiques et destinés à marquer sa gloire. La rue de Rivoli, l'arc de triomphe de l'Étoile, l'arc du Carrousel, la colonne Vendôme. Faite avec le bronze des canons pris à l'ennemi. Mais il y a aussi des choses plus utilitaires. L'amélioration de l'approvisionnement en eau avec le canal de l'Ourcq, de nouveaux ponts, des marchés, des fontaines, la numérotation des rues qui se généralise. Et l'organisation administrative, avec les préfets, une structure qui dure encore. Tout à fait. L'empreinte napoléonienne est double, monumentale et administrative. Elle impose un ordre, une rationalité, une centralisation qui vont profondément marquer Paris et la France. Le 19e siècle, c'est aussi le siècle de l'industrialisation. Paris change encore de visage. Radicalement. La ville attire énormément de monde venu des campagnes, grâce notamment au développement du chemin de fer. La population explose. Mais les conditions de vie dans le centre historique deviennent terribles. Surpeuplement, manque d'hygiène, insalubrité. C'est l'époque des grandes épidémies de choléra, en 1832, en 1849. La misère est criante. Une importante classe ouvrière s'entasse, surtout dans les quartiers est de la ville. Et cette misère, elle nourrit l'agitation politique, j'imagine. Directement. Les révolutions de 1830 et de 1848 sont largement des révolutions parisiennes, alimentées par cette détresse sociale. La géographie de la ville se polarise de plus en plus. L'ouest devient bourgeois et résidentiel. L'est reste populaire, ouvrier et souvent contestataire. C'est dans ce contexte qu'intervient la transformation la plus spectaculaire de l'histoire de Paris, les travaux du baron Haussmann sous Napoléon III. Oui, entre 1853 et 1870, Georges Eugène Haussmann, préfet de la Seine, reçoit carte blanche de l'empereur pour aérer, unifier et embellir Paris. Mais les objectifs sont aussi sécuritaires et sociaux. Aérer, ça veut dire détruire. En grande partie, oui. On parle de 20 000 bâtiments démolis, de centaines de milliers de personnes déplacées. C'est une chirurgie urbaine à très grande échelle. On perce de larges avenues rectilignes, les fameux grands boulevards. Plus difficile à barricader que les ruelles médiévales. C'était un des objectifs, clairement. Mais il y a aussi la création de grands parcs aux quatre coins de la ville, Boulogne, Vincennes, Buttes-Chaumont, Monceau. La construction d'un réseau d'égouts moderne, indispensable pour la salubrité, et l'imposition d'une architecture uniforme pour les immeubles bordant les nouvelles avenues, le style haussmannien. Et en 1860, Paris s'agrandit considérablement. Oui, par l'annexion des communes limitrophes. C'est là que sont créés les 20 arrondissements actuels, avec leur forme en escargot. Cette transformation haussmannienne a des conséquences sociales énormes, non ? Fondamentale et durable. Si elle modernise et assainit incontestablement Paris, elle chasse aussi massivement les classes populaires du centre, dont les loyers augmentent. Elles sont repoussées vers les nouveaux arrondissements périphériques, notamment à l'est et au nord, ou même en banlieue. Haussmann crée, ou du moins accentue de façon spectaculaire, une ségrégation spatiale entre un Paris riche et un Paris pauvre. C'est peut-être ça son héritage le plus lourd. Peu de temps après la fin de ses travaux et la chute de Napoléon III en 1870, Paris connaît une nouvelle flambée révolutionnaire, la Commune. La Commune de 1871, oui. Elle naît de la défaite contre la Prusse et du siège très dur subi par les Parisiens. Le peuple de Paris refuse l'armistice et se soulève contre le gouvernement réfugié à Versailles. Un gouvernement populaire est mis en place qui prend des mesures sociales assez avancées pour l'époque. Oui, séparation de l'Église et de l'État, éducation laïque, projet de coopérative ouvrière. Mais l'expérience est de courte durée. L'armée versaillaise reprend Paris en mai 1871, lors de la Semaine sanglante. Une répression terrible. D'une brutalité inouïe. Des combats de rue acharnés, des incendies volontaires qui détruisent des monuments symboliques comme le Palais des Tuileries ou l'Hôtel de Ville, avec la perte d'archives irréplaçables.
Et surtout, des exécutions massives de communards. Le mur des Fédérés au Père-Lachaise en reste le symbole. La Commune laisse une cicatrice profonde. Un traumatisme national durable. Mais elle devient aussi un symbole très fort pour les mouvements ouvriers socialistes dans le monde entier. Après ce drame, Paris pense ses plaies et entre dans une période d'intense activité. La Belle Époque. Oui, de la fin du 19e siècle jusqu'à 1914. C'est une période de dynamisme économique, culturel, technologique. Paris est à l'avant-garde. C'est l'époque des expositions universelles. Celle de 1889 nous laisse la Tour Eiffel. Symbole de la modernité industrielle. Et celle de 1900, le Grand Palais, le Petit Palais, le Pont Alexandre III. C'est aussi une période faste pour les arts. L'impressionnisme triomphe, Montmartre devient le centre de la vie artistique avec Picasso, Modigliani. L'Art nouveau s'épanouit, on pense aux entrées de métro de Guimard. Tout à fait. Et le métro lui-même est inauguré en 1900 pour l'exposition universelle. C'est une révolution dans les transports parisiens. Paris est alors vraiment la capitale du monde, attirant les talents, les innovations, les touristes. Les cabarets comme le Moulin Rouge participent à cette image festive. Cette belle époque s'achève brutalement en 1914. La Première Guerre mondiale touche aussi Paris. Moins directement que les villes du front, bien sûr. Mais il y a l'épisode célèbre des taxis de la Marne, en septembre 1914, plus symbolique qu'efficace d'ailleurs, et puis les bombardements par avion, et surtout par la Grosse Bertha, ce canon allemand à très longue portée. Une église, Saint-Gervais, est touchée, faisant de nombreuses victimes. L'entre-deux-guerres, ce sont les années folles. Paris redevient un centre culturel bouillonnant. Oui, avec une forte présence internationale. La génération perdue des écrivains américains, l'arrivée du jazz, le développement du surréalisme. C'est une période d'effervescence créative. Puis vient l'ombre de la Seconde Guerre mondiale, l'occupation allemande de 1940 à 1944. Une période très dure pour les Parisiens. La vie quotidienne est marquée par le rationnement, le couvre-feu, la peur, mais aussi par la résistance qui s'organise. Et il y a la page la plus sombre, la persécution des Juifs, avec la complicité de la police française lors de la rafle du Veldiv en juillet 1942. La libération de Paris en août 1944 est un moment de liesse intense. Absolument. Le soulèvement populaire parisien, l'arrivée de la 2e division blindée du général Leclerc, De Gaulle descendant les Champs-Élysées, des images iconiques, avec cette question autour du général allemand von Choltitz, qui n'a pas exécuté l'ordre d'Hitler de détruire Paris. Après la guerre, il faut reconstruire. C'est le début des 30 Glorieuses. Une période de forte croissance économique, mais qui commence avec une grave crise du logement à Paris. Pour y répondre et pour loger la main-d'œuvre nécessaire à l'industrie, y compris les immigrés venus d'abord d'Europe du Sud, puis du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, on construit massivement en banlieue. Les grands ensembles, les cités HLM. C'est ça. Un effort de construction énorme qui transforme radicalement le paysage autour de Paris. On modernise aussi les infrastructures, le RER, le boulevard périphérique, la création du quartier d'affaires de la Défense à l'ouest. Cette modernisation rapide et ce développement des banlieues, ça ne se fait pas sans heurts. Non, bien sûr. Ces nouvelles banlieues manquent souvent d'équipements, de transports efficaces au début. Elles concentrent une population ouvrière et immigrée importante et des tensions sociales apparaissent. La fracture entre Paris intramuros et sa banlieue s'accentue encore. Et ces tensions, elles voulaient exploser en mai 1968. Oui, mai 68 commence comme une révolte étudiante dans les universités parisiennes, notamment à Nanterre et à la Sorbonne, mais elle s'étend rapidement au monde ouvrier, avec une grève générale qui paralyse le pays pendant des semaines. Sous les pavés, la plage. C'est un slogan célèbre de cette période. C'est ça. Même si le mouvement finit par retomber, mai 68 a un impact culturel et social très profond en France. Il révèle les aspirations d'une jeunesse qui veut changer la société et les frustrations accumulées dans le monde du travail, y compris chez les immigrés qui participent aux grèves. La fin du XXe siècle est marquée par les grands projets présidentiels, surtout sous François Mitterrand. Oui, une volonté de marquer Paris de monuments contemporains. La pyramide du Louvre, la transformation de la gare d'Orsay en musée, l'Opéra Bastille, la Grande Arche de la Défense, la Bibliothèque nationale de France. Ces projets modifient le paysage de certains quartiers. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, quels sont les grands défis pour Paris ? Ils sont nombreux et complexes. La question de l'intégration sociale et de la ségrégation dans les banlieues reste très sensible, comme l'ont montré les émeutes de 2005. Le terrorisme a frappé durement la ville en 2015, laissant des cicatrices. Il y a aussi les mouvements sociaux, comme les Gilets jaunes, qui ont beaucoup manifesté à Paris, révélant des fractures sociales et territoriales profondes.
Tout à fait. Face à cela, Paris essaye aussi d'être à la pointe sur d'autres enjeux. Le leadership climatique, avec l'accord de Paris en 2015, la recherche d'un urbanisme plus durable, le projet colossal du Grand Paris Express, ce nouveau réseau de métro automatique qui doit mieux relier Paris et sa banlieue. Un projet essentiel pour tenter de réduire cette fracture centre-périphérie. C'est l'objectif affiché, oui. Et puis il y a eu ce choc immense de l'incendie de Notre-Dame en avril 2019. Ça a rappelé à tout le monde la fragilité de ce patrimoine exceptionnel et l'attachement mondial à cette ville. Si on essaie de tirer quelques fils conducteurs de cette histoire incroyablement riche et mouvementée, Il y en a plusieurs qui me semblent importants. D'abord, cette tension permanente entre un pouvoir central souvent basé à Paris et cherchant à contrôler la ville, et des poussées de révolte populaires qui naissent dans ces rues. C'est une constante. le cycle de destruction et de reconstruction aussi. Oui, chaque époque remodèle la ville, parfois de manière brutale. Paris est un palimpseste. Ensuite, son rôle de phare intellectuel et artistique qui perdure à travers les siècles. L'importance de la géographie et des infrastructures est évidente aussi. La Seine, les murs successifs, les boulevards, le métro, tout cela structurait la ville. Absolument. Et enfin, cette question de la stratification sociale et de la fracture entre le centre et la périphérie. C'est une clé de lecture essentielle, façonnée au fil du temps, et particulièrement par Haussmann. Ce qui frappe finalement, c'est cette résilience incroyable, la capacité de Paris à absorber les chocs, les guerres, les révolutions, et à toujours renaître, à se réinventer. C'est vrai. Et la grande question, pour conclure peut-être, c'est de savoir quelle sera la prochaine grande transformation de Paris. Face aux défis du 21e siècle, les inégalités, le changement climatique, la mondialisation, la ville parviendra-t-elle à inventer un modèle qui concilie son héritage prestigieux avec la nécessité d'être une métropole plus juste, plus durable et surtout plus inclusive pour tous ses habitants, y compris ceux des banlieues? Ou est-ce que cette fracture historique entre le Paris intramuros et sa périphérie est un obstacle trop difficile à surmonter? C'est tout l'enjeu pour le Paris de demain. Une question à la hauteur de son histoire exceptionnelle. Merci de votre écoute. À la prochaine fois. The Language Year.